Il y a des sons qu'on entend avec les oreilles, et il y en a qui pénètrent l'âme. Cet après-midi-là, étouffant sous la chaleur de l'été, Horacio Bevilacqua, un millionnaire plus puissant que le directeur de sa propre banque, décida d'emprunter une rue qu'il n'avait pas foulée depuis plus de 20 ans. Une ruelle étroite, pavée de pierres inégales, murs écaillés, chiens dormant à l'ombre. Une rue comme tant d'autres, oubliée dans la banlieue de la grande ville. Mais ce qu'il entendit là, mon ami, ce n'était pas ordinaire. De l'autre côté de la rue s'élevait une musique, pas celle qui sort d'un haut-parleur. Non, une musique vivante, brute, pure. Elle sortait d'un violon, vieux, mais vaillant. Et la petite fille qui en jouait devait avoir 9 ou 10 ans, pieds nus, les cheveux attachés à la va-vite, une robe si usée qu'elle implorait fil et aiguille. Mais ce qu'elle tirait de ce violon, ah, mon garçon, c'était comme si chaque note ouvrait une vieille blessure dans la poitrine d'Horacio. Il s'arrêta, là, sur le trottoir. Le chauffeur demanda même « Tout va bien, monsieur ?» Mais il ne répondit pas. Il resta planté là, les yeux perdus dans cette mélodie. C'était une musique qu'il connaissait. En réalité, c'était la chanson préférée de la femme qu'il avait aimée et perdue. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, les yeux embués. La fillette termina sa chanson et le regarda droit dans les yeux. Un regard ferme, celui de quelqu'un qui a déjà vu trop de choses pour son âge. « Vous voulez en entendre une autre ?» Horacio déglutit. « Qui t'a appris cette musique ?» Elle haussa les épaules, mais répondit avec une douceur qui blessait. « Ma maman me la jouait avant de partir. On dit qu'elle est morte, mais moi, je l'entends encore parfois, ici. » Et elle pointa sa poitrine. Le cœur du vieux millionnaire manqua un battement, parce que cette musique était une composition de la femme qu'il avait aimée et de la fille qu'il n'avait jamais connue. Et à ce moment-là, il comprit que le passé n'était pas si loin que ça. Si vous faites partie de ceux qui croient que le destin écrit droit avec des lignes tordues, alors restez avec moi, parce que cette histoire ne fait que commencer. Et préparez-vous, car ce qui vient dépasse l'imagination. Oui, il y a des choses qu'on croit avoir oubliées, mais qu'on a seulement balayées sous le tapis de la mémoire. Horacio Bevilacqua, magnate de la finance, redouté en réunion, respecté dans la presse et détesté par la moitié de sa propre famille. Mais là, sur ce trottoir brûlant, son costume collé à la peau, le cœur battant comme dans sa jeunesse, il n'était personne, juste un vieux, face à une enfant qui réveillait un passé qu'il croyait enterré. « Comment tu t'appelles, petite ?» Elle le regarda avec méfiance, puis répondit « Aurora ». Ce nom le frappa comme une gifle. Aurora, c'était le prénom que Luciana, la femme qu'il avait aimée jusqu'aux os, voulait donner à leur fille. Une fille qui, selon les papiers, n'était jamais née. « Tu as quel âge ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « 10 ans. 10. Exactement l'âge qu'aurait la fille qu'il pensait avoir perdue. » Le sol sembla se dérober sous les pieds du millionnaire. Le temps se noua. Il se souvint de la dernière fois qu'il avait vu Luciana. Elle était enceinte, pleurant sur le pas d'un cabinet médical, disant qu'elle ne voulait pas d'argent, juste du respect. Mais Horacio, à l'époque, était trop préoccupé par le nom de la famille, par les associés, par l'image de l'entreprise. Il fit ce que font tous les lâches bien habillés. Il paya un bon avocat et disparut. Luciana s'en alla. On lui dit qu'elle avait perdu le bébé, qu'elle était morte peu après, dans un hôpital de province. Mais maintenant, face à cette petite fille, face à cette musique, rien n'avait plus de sens. Aurora mordit sa lèvre méfiante. « Ça va, monsieur ?» Il hocha la tête un peu sonné. « Ta maman, comment elle s'appelait ?» La petite répondit sans hésiter. « Luciana Costa. » Le nom tomba comme la foudre. Luciana, vivante, du moins assez longtemps pour élever cet enfant. « Et ton papa ?» risqua-t-il. Aurora baissa les yeux. « Je l'ai jamais connu. Maman disait qu'il était très important, mais qu'il avait choisi l'argent au lieu de nous. » Le silence qui suivit. « Mon fils. » On aurait entendu le cœur du vieux battre comme un tambour. Aurora serra son violon contre elle. « Madame Marlène s'occupe de moi maintenant. On habite là. » Elle désigna une petite maison dont la peinture s'effritait. Horacio fixa la maison, puis regarda à nouveau la fillette.
Elle avait le nez fin de Luciana, le menton aussi. Mais le regard, c'était le sien, ce même regard dur que le miroir lui rendait chaque matin. Il tenta un sourire. « Tu joues très bien », Aurora esquissa un demi-sourire. Maman disait que la musique est le seul héritage qu'on ne peut pas voler. Ah, si elle savait combien cette phrase faisait mal. Cette nuit-là, Horacio ne réussit pas à dormir. Il s'allongea sur le matelas le plus cher de la ville, mais sa tête resta sur le trottoir brûlant, à écouter le son d'un violon qui exprimait des douleurs qu'il avait lui-même causées. Et lorsque le soleil se leva, il prit une décision. Une de celles qui changent la vie de tous ceux qui sont impliqués, surtout la sienne. Le lendemain, bien avant que le café ne soit prêt dans le manoir silencieux des Bevilacqua, Horacio était déjà habillé, costume impeccable, regard perdu et âme en désordre. Le chauffeur fut surpris. « Vous partez sans votre café, monsieur ?» Mais il répondit simplement « Aujourd'hui, je conduis moi-même. » Et il partit, seul, comme quelqu'un qui se rend à son propre procès. Il reprit le même chemin que la veille, traversa des quartiers qu'il avait toujours évités et arriva dans cette petite rue où le trottoir était bancal, mais où la vérité semblait bien droite. La maison d'Aurora paraissait encore plus défraîchie à la lumière du jour. Le jardin était un lopin de terre sèche et le portail grinçait comme s'il appelait à l'aide. Il inspira profondément, leva la main et frappa 3 fois. Une femme simple ouvrit la porte, avec un regard vif et une expression de celle que la vie a forcée à tout apprendre sans livre. « Oui, désolé de déranger, je suis venu parler à Aurora. » Elle fronça les sourcils. « Vous êtes qui, vous ?»« Je m'appelle Horacio. Bevilacqua. » Elle cligna des yeux, surprise. « Vous êtes l'homme de la voiture d'hier ?» Il acquiesça. « Je veux seulement lui parler. Juste une minute. » Elle resta silencieuse un moment, puis ouvrit un peu plus la porte. « Aurora est au fond, en train de s'exercer. Mais faites attention. Ne lui donnez pas de faux espoirs. Elle a déjà trop de blessures à porter. » Il voulut demander ce qu'elle entendait par là, mais préféra hocher la tête. Il traversa le couloir étroit, respirant l'odeur de pain rassis et de savon bon marché. Et là, au fond, sous un arbre maigre, elle était là, Aurora, assise sur une caisse, accordant son violon comme une professionnelle. Elle leva les yeux et sourit, surprise. « Bonjour, monsieur. » Il s'agenouilla à sa hauteur. « Tu peux me rejouer cette musique ?» Elle hocha la tête, enthousiaste. « Bien sûr, mais aujourd'hui, j'ai ajouté une partie que j'ai inventée moi-même. Vous voulez l'entendre ?» Et elle commença à jouer. Ah, c'était comme si l'âme de Luciana s'était matérialisée là, dans ce petit jardin. L'air devint lourd, ses mains tremblaient, et lorsqu'elle termina, il ne put se retenir. « Aurora !» Il s'éclaircit la gorge, essaya de contenir les larmes qui montaient comme une crue. « Tu sais ce que c'est, un test ADN ?» Elle le regarda, confuse. « J'en ai entendu parler. C'est un truc entre père et enfant, non ?» Il acquiesça. « C'est ça. » Aurora fronça les sourcils. « Vous pensez que vous êtes mon père ?»« Je ne pense pas. » Il inspira profondément. « J'en suis presque certain. » Silence. Le vent souffla doucement. Un chien aboya au loin. Le temps s'arrêta 3 secondes. Aurora serra son violon contre sa poitrine. « Madame Marlène m'a dit que mon père était un lâche, qu'il avait abandonné ma mère avant ma naissance. Elle m'a raconté que maman pleurait chaque nuit, même quand elle souriait le jour. » Horacio déglutit. « Je ne vais pas te mentir, Aurora. L'histoire est plus laide qu'elle n'y paraît. » Elle ne dit rien, baissa simplement les yeux, et quand elle parla à nouveau, ce n'était plus une enfant. C'était une vieille âme dans un petit corps. « Si vous êtes vraiment mon père, pourquoi vous n'êtes venu que maintenant ?» Il ferma les yeux un instant, laissa la douleur le traverser. « Parce que j'ai été stupide, peureux, arrogant, parce que j'ai préféré le statut à l'amour, mais surtout parce que j'ai été lâche. Et maintenant, tout ce que je veux, c'est essayer de réparer. » Aurora mordit sa lèvre, les yeux brillants. « La musique, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour parler avec ma mère après son départ. Et peut-être, murmura-t-il, que c'est aussi le seul moyen pour que tu me pardonnes. » La fillette ne répondit pas, mais pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Et quand elle remit le violon sur son épaule et recommença à jouer, Horacio pleura.
pleura comme il n'avait pas pleuré depuis l'enterrement de sa propre mère, car dans cette note, dans cette mélodie improvisée par une enfant pauvre dans la cour d'une maison oubliée, il entendit la chance de se reconnecter à la vie. Il y a des jours où le temps semble vouloir régler toutes ses dettes d'un seul coup, et ce jour-là, c'était exactement ce qui se passait pour Horacio Bevilacqua. Après cette rencontre dans la cour, le vieux millionnaire retourna dans son manoir sans même remarquer la ville autour. La vitre teintée de la voiture reflétait le paysage, mais lui ne voyait que le visage de la petite fille, le visage de la fille qu'il n'avait jamais vue grandir. Et pour la première fois depuis des décennies, il ne se rendit pas au bureau. Il n'appela pas sa secrétaire, il n'ouvrit pas sa mallette de rapport. Il entra dans son bureau privé, ferma la porte à clé et commença à fouiller de vieilles boîtes. Des choses que personne n'avait touchées depuis le départ de Luciana. Des lettres, des photos, des reçus de virements, des rapports médicaux. Et finalement, une enveloppe jaunie, avec son nom écrit à la main. Horacio, si un jour tu trouves le courage de regarder en arrière, tu sauras où me trouver. Mais ne m'attends pas, ni nous. On est devenu passé le jour où tu m'as mise à la porte. À Luciana. Il relut cette lettre plus de 20 fois. Chaque ligne était un coup de poing, chaque virgule, une larme étouffée par l'orgueil. Et là, assis sur le sol de son propre bureau, Horacio comprit enfin que ce passé n'avait jamais voulu être oublié. Il alla jusqu'au coffre, en sortit un collier qu'elle avait laissé derrière elle, un médaillon ancien avec une minuscule photo d'elle jeune et une moitié vide. Maintenant, il savait pour qui cet espace était destiné. Le lendemain matin, il se rendit directement à l'hôpital privé où il avait ses contacts. Il demanda un test ADN, discrètement, sans attirer l'attention des médias ni de sa famille, qui d'ailleurs n'était au courant de rien. Il prit rendez-vous avec Donna Marlène, la gardienne d'Aurora, et la petite apparut, sérieuse, les yeux creux et le violon sur l'épaule. On aurait dit que cet instrument était son armure, un bouclier contre le monde. Pendant le prélèvement, Horacio tenta d'engager la conversation, mais elle restait fermée. Elle répondait juste ce qu'il fallait, et cela lui faisait plus mal qu'un non, car l'indifférence, parfois, c'est la vengeance la plus froide qu'un enfant puisse offrir. 2 jours plus tard, le résultat arriva, positif, 99,98% de compatibilité. Horacio ne pleura pas, ne sourit pas. Il resta silencieux, comme quelqu'un qui vient de recevoir une sentence de vie. Cette même nuit, il fit préparer la chambre qui était restée fermée pendant des années, celle qui était censée être pour la fille qui n'était jamais venue. Enlevez ces vieux meubles, faites venir du neuf, pas de roses ni de poupées. Elle est plus Beethoven que Barbie. La gouvernante écarquilla les yeux. Monsieur, vous avez adopté quelqu'un » Il esquissa un sourire de côté. « Non, j'ai juste découvert que j'ai plus de passé que je ne pensais. » Le lendemain matin, il retourna chez Donna Marlène. Il apportait avec lui une lettre, le collier avec le médaillon, et une demande. « Aurora, si tu me le permets, me permettre quoi? Que je fasse partie de ta vie, même si ce n'est que comme un vieux monsieur qui s'est trompé, mais qui veut essayer à nouveau. » Aurora resta silencieuse. Elle prit la lettre, la lut en silence, ouvrit le médaillon, vit la photo de sa mère, puis, pour la première fois, elle le regarda sans colère. C'était un regard plein de doute, de peur, mais aussi d'un petit brin d'espoir. « Je peux y réfléchir ?» Il hocha la tête. « Bien sûr, et prends tout le temps que tu veux. Je t'ai attendu 10 ans. Je t'ai attendu toute ma vie sans le savoir. » Elle serra le médaillon contre sa poitrine et dit « Alors attends encore un peu, mais ne renonce pas. » Et là, à cet instant, Horacio comprit que reconquérir un cœur brisé est plus difficile que de bâtir un empire, mais aussi bien plus précieux. Et il était loin de se douter que le plus grand bouleversement était encore à venir. Le lendemain, le monde d'Horacio commença à s'écrouler à l'extérieur, car à l'intérieur, il était en ruine depuis longtemps. Dès le matin, la nouvelle fit surface. Millionnaire impliqué dans un scandale, enfant hors mariage, les héritiers Bevilacqua contre leur père. La guerre familiale commence. Il ne fallut pas longtemps pour que son bureau devienne un champ de bataille.
Le téléphone sonnait sans arrêt. Des avocats, des frères, des cousins, même son banquier personnel. Tous posaient la même question. Qui est cette fille? Et sa réponse était toujours la même. C'est ma fille. Point. Mais dans le monde des riches, mon fils, un point final ne vaut que s'il est signé et tamponné. Et là, personne ne voulait entendre parler de sentiments. Le premier à exploser fut Caillot, le fils aîné, élevé à coups de privilèges et de cours de savoir-vivre. « Papa, vous avez perdu la tête. Vous allez mettre une gamine des rues dans notre histoire. Ce n'est pas une gamine des rues, c'est ta sœur. Ma sœur. On n'a jamais entendu parler de cette femme. Maman doit se retourner dans sa tombe. Votre mère savait tout, répliqua-t-il, ferme, et elle l'a accepté à sa manière. L'erreur, c'était la mienne, pas la sienne. La pièce se figea. Vous êtes prêt à jeter à la poubelle des décennies de réputation pour une gamine de banlieue? Horatio se leva. Il ne cria pas, il ne perdit pas son sang-froid. J'ai déjà jeté une vie entière pour une réputation. Je ne referai pas la même erreur 2 fois. Les associés étaient paniqués, les avocats recommandaient la prudence. L'un d'eux suggéra « Vous pourriez subvenir aux besoins de l'enfant sans exposer votre nom. Un fonds de pension, peut-être. » Discrètement, Horatio le fixa avec mépris. « C'est discrètement que j'ai détruit sa mère. Maintenant, ce sera au grand jour, et avec le nom qu'elle mérite. » Cette même semaine, Aurora fut convoquée par la directrice de l'école publique où elle étudiait. « Aurora, il y a un monsieur ici qui dit vouloir t'inscrire dans une nouvelle école, une école privée. » Elle ouvrit grand les yeux. « Privée? Il dit que c'est un conservatoire de musique, à temps plein. Avec bourse, transport et même uniforme de gala. » Aurora resta muette. « Et tu vas accepter ce cadeau, ma petite ?» demanda la directrice curieuse. Elle réfléchit une seconde. « Je peux lui parler d'abord ?» Et là voilà Horatio, en costume clair, assis sur une chaise en plastique dans le couloir de l'école, attendant comme n'importe quel autre parent. Quand Aurora s'approcha, il se leva avec un sourire. « Je suis venu t'offrir une opportunité, mais seulement si tu en as envie. » Elle le fixa, méfiante. « Et si je dis non? Alors je continuerai à venir ici tous les samedis, juste pour t'écouter jouer. » Elle mordit sa lèvre, baissa les yeux, puis murmura « Je ne fais pas confiance aux adultes qui promettent trop de belles choses. » Horatio hocha la tête avec respect. « Moi non plus. C'est pour ça que cette fois, je ne vais pas promettre. Je vais faire. Et te laisser voir par toi-même. » Elle resta silencieuse. « Et dis juste une phrase. Si j'y vais, je peux emmener mon vieux violon ?» Il sourit, se baissa à sa hauteur. « Ce violon est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Et si quelqu'un essaie de te l'enlever, il devra se battre avec moi d'abord. » Aurora rit. Pour la première fois, un vrai rire. Mais si le monde extérieur tentait de faire tomber le pont entre eux, à l'intérieur, un lien commençait à se tisser. Et ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que quelqu'un du passé, quelqu'un que tous croyaient mort, était sur le point de revenir pour tout détruire à nouveau. Toute histoire qui semble trop bien rangée attend juste le bon moment pour basculer. Et c'est un mardi après-midi étouffant que le passé frappa à nouveau à la porte d'Horatio. Mais cette fois, sans demander la permission, le téléphone sonna. C'était Donna Marlène, nerveuse. « Monsieur Horatio, nous devons parler. Tout de suite. » Il est arrivé quelque chose à Aurora? Non, enfin, peut-être, mais pas comme vous l'imaginez. 20 minutes plus tard, Horatio était déjà à la petite maison, sa voiture de luxe garée de travers sur le trottoir étroit. Donna Marlène ouvrit la porte, le visage pâle. « Aurora va bien, elle est à l'école, mais ce matin, une femme s'est présentée ici. » Une femme? Elle a dit qu'elle était la sœur de Luciana, qu'elle voulait voir la petite. Le cœur d'Horatio se figea. Une sœur? Luciana n'a jamais parlé de sœur, justement, mais cette femme, elle avait des papiers, une photo des deux ensemble, et plus encore, elle a dit que Luciana n'est jamais morte. Le temps s'arrêta. « Quoi? C'est bien ce que vous avez entendu. Elle a dit que Luciana est vivante, et qu'Aurora lui a été arrachée de force. Le sol se déroba sous les pieds du vieux. Mais j'ai vu le certificat, j'ai vu la tombe. Elle a dit que tout a été fabriqué, qu'elle a été internée contre son gré, qu'elle a réussi à s'échapper, mais trop tard. » Horatio tomba assis sur le canapé.
La sueur coulait de son front. Ses mains tremblaient. Elle est vivante, c'est ce qu'a dit cette Raquel, Raquel Costa. Et elle a laissé ça. Donna Marlène lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une photo usée. Luciana, plus âgée, les yeux fatigués, assise sur un lit d'hôpital. Au dos, une phrase manuscrite. « Si tu as encore un cœur, retrouve-moi là où tout a commencé. » C'était hier, dit Marlène. Et ce matin, j'ai reçu un appel anonyme. Ils ont dit qu'ils allaient essayer d'emmener la fillette de force, si vous continuez à réclamer sa garde. Le sang d'Horatio bouillonna. Ils veulent enlever ma fille. Je ne fais que transmettre le message. Il se leva, pour la première fois, les yeux rouges de rage. Personne ne m'arrachera cet enfant. Personne. Mais au fond de lui, une question commençait à résonner. Et si c'était vrai? Et si Luciana n'était jamais morte? Et si Aurora lui avait été volée, de la même manière qu'il s'était éloigné autrefois? Cette nuit-là, Horatio se rendit au cimetière où se trouvait la tombe de Luciana. Il ordonna de l'ouvrir. Oui, d'ouvrir la tombe. L'employé hésita. « Vous êtes sûr, monsieur? Cela peut entraîner des poursuites, plus de poursuites que celles de ma conscience. Ouvrez. » Cela prit du temps. Le cercueil était là, mais vide. Juste une poupée à l'intérieur, ancienne, cousue main, et sur la poupée, un billet. « Tu as tué notre histoire, mais moi, je suis encore vivante. » Horatio chancela, s'agenouilla, et là, au milieu de la nuit, entouré de pierres tombales, il sut que le passé respirait encore, et que peut-être, Luciana venait réclamer ce qui lui appartenait. Il y a des retrouvailles qu'on imagine pendant des années, mais quand elles arrivent, elles ne ressemblent en rien à ce que le cœur avait rêvé. 2 jours après la découverte au cimetière, Horatio reçut un message anonyme, un numéro sans identification. Le texte disait simplement « Si tu veux des réponses, viens à l'ancienne gare. Aujourd'hui, 18 heures, seul. » Il resta figé, les yeux sur l'écran, comme si les mots étaient des pièges. Et c'en était. Mais pas du genre qu'on déclenche avec le pied, du genre qu'on déclenche avec le passé. À 17h45, il était déjà là. La gare abandonnée, fenêtres brisées, graffitis sur les murs, une odeur de rouille et de souvenirs. Le soleil s'éteignait à l'horizon, peignant le ciel d'un orange sale de fin du monde. Il entra, pas à pas, le bruit de ses chaussures résonnant contre les murs comme une mémoire répétée. Et alors, elle apparut. Luciana, pas comme il se souvenait, plus maigre, les cheveux gris, le regard encore plus intense, mais blessé, comme du verre brisé recollé à la hâte. Elle était vivante, si vivante que ça faisait mal. « Ça fait longtemps, Horatio. » Il resta sans voix. « Tu vas dire que tu ne me reconnais pas? » Il avala sa salive. « Je croyais que tu étais morte. » Elle eut un sourire amer. « C'est ce que tu voulais, disparaître du problème. » Me faire interner avec un faux diagnostic, envoyer de l'argent pour faire taire les médecins, et ensuite dire à toute la ville que je suis morte de complications à l'accouchement. Ce n'était pas comme ça. Ne me mens pas, cria-t-elle. Sa voix résonna, brisant le silence. J'ai vu ta signature sur les papiers, j'ai vu les virements, j'ai vu les faux rapports. Horatio sentit sa poitrine brûler. J'étais un lâche. Je le sais. J'ai essayé de réparer maintenant. Réparer? Elle rit. Mais ce n'était pas un rire joyeux. Tu crois que mettre la gamine dans une école chic va effacer 10 ans d'abandon? Je ne savais pas qu'elle existait. Si, tu savais. Elle fit un pas vers lui. Au fond, tu as toujours su, mais tu avais peur d'y faire face. Il baissa la tête. Et pourquoi seulement maintenant? Pourquoi tu n'es revenu que maintenant? Luciana hésita. Ses yeux brillèrent d'un mélange de rage et de tristesse. Parce que j'ai attendu que tu viennes me chercher, toutes ces années. Chaque anniversaire d'Aurora, je pensais que tu allais frapper à la porte. Elle inspira profondément. Mais tu n'es jamais venu, alors cette fois, c'est moi qui suis venu. Silence. Ils se regardèrent longuement. Et là, il n'y avait plus de luxe, plus d'orgueil, plus de vengeance. Seulement 2 âmes brisées qui s'étaient aimées comme peu d'autres, et détruites comme tant d'autres. Horatio fit un pas vers elle. Est-ce qu'elle sait que tu es en vie? Luciana secoua lentement la tête. Non, mais elle le saura.
Je vais venir la chercher. Elle est heureuse, elle se reconstruit, elle m'a accepté. Mais je suis sa mère, elle m'appartient, Horatio. Elle n'est pas une possession. Il éleva la voix pour la première fois. C'est une vie, et elle mérite de connaître toute la vérité, pas seulement la moitié. Luciana respira profondément, le regarda droit dans les yeux. Alors prépare-toi, Horatio, parce que cette histoire va faire encore plus mal. Et elle partit, sans se retourner. Cette nuit-là, Aurora sentit quelque chose d'étrange. Elle était dans sa nouvelle chambre, entourée de livres et de partitions, mais sa poitrine était serrée. Le violon, lorsqu'elle le joua, sonna différemment, comme s'il savait qu'une chose très ancienne revenait chercher ce qui lui appartenait. Le lendemain, Aurora sentit que le monde avait changé avant même de sortir du lit. Le ciel était gris, la maison trop silencieuse, et une impression, quelque chose de grand était arrivé, même si personne ne lui avait encore rien dit. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que deux vérités allèrent bientôt entrer en collision, et quelle était la seule raison pour laquelle ces deux vérités existaient. Au conservatoire, les professeurs avaient déjà remarqué. Elle jouait avec technique, oui, mais aussi avec une douleur qu'on n'apprend pas dans un cours. Le maestro, vieil homme rigide, murmura « Cette fille joue comme quelqu'un qui a survécu à une tragédie. » Et il n'avait pas tort. À la fin du cours, la directrice la convoqua. En entrant dans le bureau, elle vit deux visages familiers. L'un attendu, Horatio tendu, les mains croisées. L'autre, c'était elle, Luciana, la femme qui peuplait les rêves et les souvenirs d'Aurora sans qu'elle en connaisse le nom, l'odeur, le ton de la voix, la présence. Et quand leurs regards se croisèrent, le monde sembla s'arrêter. « Ma fille !» dit Luciana, la voix tremblante. Aurora recula. « Qui êtes-vous » Luciana fit un pas, les yeux déjà humides. « Je suis ta mère !» La fillette pâlit. Elle regarda Horatio comme on cherche un abri au milieu d'un tremblement de terre. Elle dit la vérité ?» Le vieux millionnaire ferma les yeux, avala sa salive et répondit « Oui, silence ». La directrice regardait les trois comme si elle assistait à un épisode de feuilleton, mais ici, la douleur était trop réelle pour devenir divertissement. « Je comprends pas », murmura Aurora. « On m'a dit que vous étiez morte. Que vous étiez morte quand j'étais bébé. » Luciana baissa la tête. « C'est ce qu'ils ont voulu te faire croire. Mais moi, je ne t'ai jamais oublié. Je ne t'ai jamais cessé d'aimer. Et pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Parce que j'étais malade. Interné de force, ils ont voulu me faire taire, me cacher. Et quand j'ai réussi à m'échapper, ils t'avaient déjà prise. » Aurora semblait une poupée de chiffon sur le point de se déchirer de l'intérieur. « Et celle qui m'a élevée? Donna Marlène, elle savait. » Luciana acquiesça. « Elle t'a protégée par amour. Elle savait que ce soit avec moi ou sans moi, tu avais besoin d'un foyer. » Aurora commença à trembler. « Et vous ?» Elle se tourna vers Horatio. « Vous saviez tout ça ?» Il hésita. « Non, pas tout. J'ai cru que ta mère était morte, et j'ai été trop lâche pour chercher plus loin. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi vous êtes apparu ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que je t'ai entendu jouer, et dans cette mélodie, j'ai entendu la vie que j'avais perdue, et je ne pouvais pas la perdre une seconde fois. » Les larmes coulèrent des yeux d'Aurora, mais c'étaient des larmes silencieuses, lourdes. Elle se tourna vers Luciana. « Vous m'aimez encore? Avec chaque morceau de ce qu'il me reste. » Aurora prit une grande inspiration. Elle sortit le violon de son sac et dit « Je ne sais que jouer. C'est ce que je fais quand tout me fait mal. Alors, si vous voulez des réponses, il faudra écouter mon son. Parce que ma voix aujourd'hui, c'est ça. » Et là, dans le bureau glacé de la directrice, elle leva l'archet, posa l'instrument sur son épaule et se mit à jouer. Ce n'était pas une musique joyeuse, ni une musique triste. C'était une musique qui saignait, qui racontait tout ce qu'elle ne savait pas expliquer avec des mots. Lorsqu'elle termina, elle était en larmes. Luciana tomba à genoux, pleurant à voix basse. Horatio, silencieux, laissa simplement une larme couler. Aurora les regarda alors. « Je ne veux pas choisir. Je ne veux pas être le prix d'une vieille culpabilité. Je veux juste la paix et continuer à jouer. » Luciana tenta de s'approcher. « On peut essayer. Tous les trois. Doucement, mais là,
Il n'y avait plus de place pour des promesses faciles. Aurora quitta la pièce seule, mais elle laissa les deux adultes prisonniers du son qu'elle venait de jouer. Et dans cette mélodie, il y avait un choix, qui n'avait pas encore été fait. Cette nuit-là, Aurora ne dormit pas. La chambre neuve, avec son papier peint coûteux et ses meubles sur mesure, lui semblait une cage dorée. Chaque recoin lui rappelait davantage la solitude que la conquête. Et le violon, posé à côté du lit, était le seul à vraiment la comprendre. Elle regardait le plafond, pendant qu'au loin, elle entendait les sons étouffés d'une dispute dans le salon. Luciana et Horacio étaient là, en bas, échangeant des mots aussi tranchants que des couteaux de cuisine. Mais Aurora ne voulait plus rien entendre, parce que tout ce qu'ils disaient l'un de l'autre n'était que passé, et elle voulait juste comprendre le présent. Le lendemain matin, elle prit son violon et se rendit là où tout avait commencé, la vieille place près de la maison de Donna Marlène. Elle s'assit sur le même banc, pieds nus, ignorant les baskets neuves qu'on lui avait offertes. Elle ferma les yeux. Elle joua. Peu à peu, les voisins commencèrent à apparaître aux fenêtres. Le boulanger croisa les bras, ému. La vieille dame de l'immeuble d'à côté pleura doucement. C'était comme si la musique de cet enfant recollait les morceaux que tout le monde cachait à l'intérieur. Soudain, une ombre s'approcha. « Je peux m'asseoir ?» C'était Caio, le fils aîné d'Horacio, l'homme d'affaires arrogant, l'héritier qui voulait tout étouffer. Aurora le regarda méfiante. « Pourquoi ? Parce que je t'ai entendu jouer et je crois que je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi beau. » Elle ne répondit pas. Elle serra son violon contre sa poitrine. « Je ne suis pas venu pour me disputer. En fait, je suis venu m'excuser. » Aurora haussa un sourcil. « Tu m'as insulté sans même me connaître. » « Oui, par peur. » « Peur de quoi ? De perdre le père que je pensais connaître. Mais, en te voyant sur scène, jouant comme ça, j'ai compris que ce que je suis en train de perdre, c'est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. » Elle ne semblait pas convaincue, mais elle ne lui dit pas de partir. « Il essaie, tu sais, je sais. Mais parfois, essayer ne suffit pas. Et ta mère, elle a le cœur en lambeaux, et elle veut te récupérer comme si ça pouvait effacer le temps. Mais moi, j'ai vu ton visage quand tu jouais. Tu n'appartiens pas à un seul des deux. Tu es faite de la musique qui est née au milieu du chaos. » Aurora mordit sa lèvre. « Je suis fatiguée, Caio. Fatiguée d'être un morceau de douleur. Alors, sois un pont entre les deux. Peut-être que tu es la seule chose qu'ils ont encore en commun. » Elle réfléchit un instant. « Tu parles bien pour quelqu'un qui m'a appelé morveuse opportuniste. » Il rit gêné. « Je suis un idiot, ok ? Mais un idiot qui apprend. » Silence. Aurora se leva. « J'ai une répétition au conservatoire aujourd'hui. Tu veux voir ce que c'est une orchestre quand tout le monde joue ensemble ? Je veux bien, mais seulement si tu promets de jouer une de ces musiques qui font pleurer sans qu'on sache pourquoi. » Elle sourit doucement. « Celles-là, ce sont mes préférées. » Ce soir-là, Aurora monta sur scène pour la première fois devant un vrai public. Salle comble, lumière tamisée, cœur battant à tout rompre. Luciana et Horacio étaient assis, chacun dans une rangée différente, chacun avec sa culpabilité posée sur les genoux. Mais quand Aurora leva son archet et commença à jouer, leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, il n'y avait pas de haine, seulement de la douleur et du regret, mais aussi un mince fil d'espoir. Parce que dans cette mélodie, jouée comme si chaque note avait été pleurée, ils entendirent ce qu'ils n'avaient jamais réussi à se dire. Et elle, la petite fille qui voulait juste jouer, faisait désormais danser le passé et le présent au même rythme. La musique s'acheva, mais le silence qui suivit disait bien plus que n'importe quel applaudissement. Aurora se tenait au centre de la scène, violon en main, sueur sur le front, yeux humides. Le public, debout, l'applaudissait. Mais elle ne souriait pas, parce que là, à cet instant, elle comprit quelque chose que personne ne lui avait jamais dit. Être vue, ça fait mal, mais être ignorée, ça tue de l'intérieur. Elle fit une révérence timide, sortit par le côté, et courut jusqu'à la loge. Elle ferma la porte à clé, et elle pleura, comme une enfant,
comme une femme, comme quelqu'un qui, à 10 ans, avait déjà vécu plus de pertes que bien des adultes. De l'autre côté, Luciana essayait d'entrer. « Aurora, ma fille, écoute-moi !» Mais la fillette ne répondait pas. Au fond du couloir, Horacio observait la scène, figé. Il savait, cette bataille, ce n'était plus la sienne, c'était la sienne à elle. Et là, adossé au mur froid du théâtre, il se souvint de quand il était jeune et qu'il avait entendu Luciana jouer pour la première fois sur une place du centre-ville. Elle jouait les yeux fermés, comme si le monde n'existait pas. Et lui, l'arrogant héritier de l'empire Bevilacqua, était tombé amoureux d'elle, là, à cet instant. Pas pour sa beauté, ni pour son allure, mais pour le son, pour l'âme qui s'échappait de ses cordes. Et maintenant, c'était leur fille qui portait tout ça. Des heures plus tard, dans la voiture, la tête appuyée contre la vitre, Aurora murmura pour elle-même « Tout le monde me veut en morceaux, personne ne me veut entière ». Depuis le siège avant, Donna Marlène, qui était venue au concert en cachette, l'entendit. Elle se retourna lentement. « Tu te trompes, ma fille. »« Ah bon ? Oui, tu es la seule personne capable de rassembler cette famille. J'ai rien demandé. Je voulais juste une mère vivante et un père qui m'écoute. Mais à la place, j'ai reçu 2 culpabilités et aucun câlin. » Marlène soupira. « Tu n'as pas reçu de culpabilité, Aurora. Tu as reçu une chose rare. La chance de réécrire une histoire, sans effacer ce qui s'est passé avant. » La fillette la regarda, fatiguée. « J'aimerais disparaître. »« Alors disparais, mais vers l'intérieur. Retrouve-toi là-dedans, ma fille, parce que personne ne le fera à ta place. » Silence. Le lendemain, Aurora ne se présenta pas à l'école, ni à la répétition, ni ne répondit au téléphone. On la vit pour la dernière fois monter dans un bus à la gare routière du centre-ville, sac sur le dos, violon à l'épaule. Luciana paniqua. Horacio mobilisa la moitié de la ville. La directrice de l'école pleurait sans arrêt, mais ce fut Donna Marlène qui dit, avec une sérénité sévère, « Elle n'a pas fui. Elle est partie chercher ce que tout le monde a oublié de lui offrir, la liberté. » Et à ce moment-là, Luciana et Horacio comprirent que l'amour qui étouffe est aussi une forme de prison. Et que peut-être, le plus grand geste d'amour, maintenant, c'était de laisser la fillette choisir son propre chemin. Même si ce chemin ne passait par aucun des deux, 3 jours passèrent. Aucun signe d'Aurora, aucun appel, aucune lettre, aucune trace. Luciana frôlait le collapse. Elle arpentait la maison, le téléphone à la main, appelant hôpitaux, gares, foyers, la police. Et chaque fois que quelqu'un disait « Nous n'avons aucune information », elle s'effondrait un peu plus. Horacio, lui, ne criait pas, ne pleurait pas, mais son silence criait plus fort que n'importe quelle panique. Le soir du 3e jour, il entra dans la chambre de la fillette, toujours intacte. Le lit était fait, le médaillon sur la table de chevet, mais le violon, non. Le violon était parti avec elle. Il s'assit dans l'obscurité et parla tout bas, à lui-même. Si je pouvais revenir en arrière, j'écouterais moins les conseils de ma famille et plus les accords de la sienne. Mais le temps ne rend rien. Il ne fait qu'exiger. Le lendemain matin, une enveloppe arriva chez Donna Marlène. Sans expéditeur, juste un nom pour Luciana et Horacio. À l'intérieur, une lettre, écrite d'une main ferme, comme si chaque mot était une note de musique pensée. Vous m'avez donné 2 morceaux d'une histoire que vous ne m'avez jamais racontée en entier. Vous m'avez donné un nom de famille, un présent, une nouvelle chambre, la promesse d'un amour. Mais vous avez oublié de me demander ce que moi, je voulais. Je voulais du temps, je voulais de l'espace. Je ne voulais pas être seulement le reflet de vos douleurs. Je vais bien, je suis en sécurité, je suis avec des gens qui ne me connaissent pas, et c'est pour ça qu'ils m'écoutent. J'ai besoin de me trouver, loin de vos regards. Je ne veux pas être disputé, je veux être entendu. Quand je saurai qui je suis, je reviendrai. Mais en attendant, laissez la musique me guider. Aurora. Luciana lut la lettre et s'écroula. Elle tomba au sol, la serrant contre elle, criant le nom de sa fille. Horacio serra la lettre contre sa poitrine comme s'il tenait son âme elle-même. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit. Mais quelque chose changea. Ils se turent, ensemble, pour la première fois, du même côté.
Quelques jours plus tard, Horacio convoqua une conférence de presse. Devant les caméras, les journalistes avides de scandale, il déclara « J'ai peu à dire, mais je vais dire l'essentiel. Ma fille n'est pas partie parce qu'elle est rebelle. Elle est partie parce qu'elle est libre. Et la liberté est tout ce que nous ne lui avons jamais donné. » La salle resta silencieuse. « Si tu m'écoutes, Aurora, reviens quand tu voudras, ou ne reviens pas, mais sache que, cette fois, la porte restera ouverte, et le cœur aussi. » Dans la foule, un journaliste murmura « J'ai jamais vu un Bevilacqua pleurer comme ça. » Parce que oui, Horacio pleura, devant tout le pays, et pas de honte, mais d'amour. Pendant ce temps, dans une petite ville de l'intérieur, une fillette de 10 ans, violon sur les genoux, regardait la vidéo sur un téléphone emprunté, et pour la première fois, sourit pour de vrai. Ce n'était pas le sourire d'une enfant heureuse, c'était celui de quelqu'un qui, enfin, avait un nom complet, sans avoir à porter les poids des autres. Le temps passa, pas beaucoup, mais assez pour laisser des traces. Cela faisait presque 2 mois qu'Aurora avait disparu. 2 mois sans appel, sans nouvelles lettres, sans signal de fumée, Luciana se réveillait chaque nuit en pensant la trouver endormie sur le canapé. Horacio vivait désormais avec la télé éteinte, les réunions ajournées et le téléphone en silencieux, comme si le monde extérieur n'avait plus d'importance. Mais dans ce vide, quelque chose commença à changer, lentement, sans se presser, comme si la vie murmurait « Attends, il reste encore quelque chose à vivre ». Luciana commença à fréquenter le conservatoire. Elle demandait à voir les partitions de sa fille. Elle s'asseyait seule dans l'auditorium vide et restait là, dans l'obscurité, écoutant les anciens enregistrements. Et elle pleurait, un chagrin qu'il avait, sans jamais effacer. Horacio, lui, fit l'impensable. Il fonda une association, appelée Aurora, pour les filles abandonnées, qui avaient un talent musical. « Elle est plus que mon regret », déclara-t-il à l'inauguration. « Elle est ce qu'il me reste d'humain. » La presse fut divisée. Certains parlèrent de campagne d'image, de lessive émotionnelle, de théâtre de riches. Mais lui n'accorda aucune interview, aucune justification. Parce qu'au fond, il savait. Quand on répare l'extérieur, le bruit est fort. Mais quand on répare l'intérieur, le monde se tait. Pendant ce temps, Aurora vivait dans le silence. La ville où elle s'était installée était petite. Sol de terre, gens simples, odeur de café frais et radio allumée toute la journée. Là, elle trouva ce que personne ne lui avait offert, de l'espace, du silence et du temps. Elle fut accueillie chez une professeure retraitée qui l'avait entendue jouer à une foire et lui avait offert un toit sans poser de questions. « Tu n'as rien à me raconter, ma fille. Joue quand tu veux. Le reste viendra après. » Et il vint. Aurora commença à enseigner la musique à d'autres enfants. Elle ne faisait pas payer, elle ne donnait pas de leçons. Elle montrait le son et disait « Quand on n'a pas les mots, la musique parle pour nous. » Un jour, une petite fille, muette de naissance, posa l'oreille contre le violon d'Aurora et se mit à pleurer, sans raison, ou plutôt pour toutes les raisons qu'elle n'avait jamais su expliquer. C'est là qu'Aurora comprit. Elle n'avait pas besoin de disparaître à jamais, juste de revenir à sa façon. Et le jour où elle décida cela, elle écrivit 2 lettres, simples, sans drame. « Maman, je suis vivante, et maintenant, entière. Je suis prête à parler. Mais je ne veux pas de questions. Je veux être écoutée. Si tu peux simplement m'écouter, rejoins-moi là où toi et papa vous êtes rencontrés. Sur le banc de la place, au coucher du soleil. Aurora. » La 2e lettre était pour son père. Identique. Seul le nom changeait. Les 2 reçurent la lettre en même temps. Luciana faillit tomber dans les escaliers. Horacio laissa tomber sa tasse au sol. Et ce même jour, ils y allèrent, séparément. Mais pour la première fois, le cœur à l'unisson. Sur la place, le soleil descendait lentement. Les ombres s'allongeaient. L'air était doux. Aurora était déjà là, le violon sur les genoux, le regard paisible. Quand elle les vit arriver, elle ne pleura pas. Elle ne courut pas. Elle ne sourit pas. Elle dit simplement « Le son que je vais jouer maintenant, ce n'est pas pour consoler, c'est pour guérir. » Et là, devant eux, elle joua une mélodie nouvelle, jamais écrite, jamais répétée, mais faite de tout ce qui avait fait mal et de tout ce qui restait.
Et dans cette mélodie, Luciana et Horatio comprirent que le temps perdu ne reviendrait pas, mais que ce qui restait pouvait encore être beau. Après ce coucher de soleil sur la place, quelque chose changea, pas de manière spectaculaire, pas avec des applaudissements ou une musique de film, mais doucement, comme si l'univers, fatigué de tant de douleurs, poussait enfin un soupir. Aurora décida de revenir, mais à une condition. Je n'habiterai pas chez l'un ou l'autre. Je ne veux ni chambre rose, ni violon neuf, ni maison avec portail électrique. Je veux mon temps et mon espace. Luciana voulut insister, mais vit dans les yeux de sa fille que ce n'était pas un caprice. C'était une vérité. « Alors où tu vas vivre ?» demanda Horatio d'une voix basse. « À la fondation, avec les filles qui elles aussi ne trouvent leur place nulle part. Je vais enseigner la musique, et je vais vivre selon mes propres choix. » Le silence qui suivit fut un silence d'acceptation, difficile, douloureux, mais nécessaire. Luciana fut la première à l'enlacer. « Tu es ma fille, mais tu es aussi à toi. Et si être libre te rend heureuse, alors vas-y, mais ne m'oublie pas. » Aurora lui caressa le visage avec tendresse. « Maman, t'oublier, ce serait comme oublier le son de ma propre voix. » Horatio s'approcha ensuite. Il semblait plus vieux, plus petit, mais pour la première fois, plus père. « Je serai là, dans la salle, chaque fois que tu joueras, même si c'est loin, même si c'est sur Mars. » Elle sourit. « Pas de place VIP, hein? Pas besoin. Je veux juste t'écouter. » La semaine suivante, Aurora retourna à la fondation, désormais comme professeure. Elle donna des cours à des filles qui pleuraient sans savoir pourquoi. Elle fit pleurer des enfants fâchés contre leurs parents en leur faisant écouter Chopin. Elle enseigna le silence. Elle enseigna la pause. Elle montra que la musique, ce n'est pas que des notes. C'est tout ce qu'on n'a jamais osé dire. Et peu à peu, sans élever de drapeau, elle devint un symbole. Pas pour être la fille d'un riche, ni pour avoir vécu un drame, mais parce qu'elle avait choisi de ne pas répéter le cycle. Luciana commença une thérapie, écrivit un livre, elle l'appela « Partition déchirée ». Elle y racontait comment elle avait frôlé la folie en essayant de réparer ce que le monde avait brisé. Mais elle racontait aussi comment sa fille l'avait guérie par une chanson. Horatio vendit la moitié de ses actions, mit ses associés en colère. Mais pour la première fois, il trouva la paix. « Je n'ai plus rien à prouver à personne, » disait-il. « Ce que j'avais à apprendre, c'était à être père, même tardivement. » Et un jour, un dimanche tiède, Aurora organisa un concert avec les filles de la fondation. Sur le carton d'invitation, elle écrivit « Ce son ne parle pas de technique, il parle de survie. » La salle était pleine. Sur scène, des dizaines de filles avec les yeux brillants et les mains tremblantes. Aurora, au centre, avec son vieux violon. Elle ferma les yeux et commença. Dans le public, Luciana et Horatio étaient assis côte à côte, sans se toucher, mais partageant le même silence. Et à ce moment-là, au son de cet orchestre fait de douleur et d'espoir, ils comprirent que leur fille n'était pas la suite de leur histoire. Elle était un nouveau départ. La vie continua, pas comme dans les contes de fées, mais comme elle est, faite de rafistolage, de jours tièdes et de petites victoires que seuls ceux qui ont souffert savent reconnaître. Et si un jour vous demandez qui est cette fille, on vous dira « Ah, c'est celle qui joue et qui nous fait pleurer ». Mais ce que peu savent, c'est ce qu'elle porte à l'intérieur. Elle n'est pas juste le son, elle est la pause, la note hors tempo devenue beauté, la mélodie faite avec les cicatrices des autres et son propre pardon. Parce qu'au fond, mon ami, cette histoire n'a jamais vraiment été celle d'un millionnaire, ni celle d'une enfant pauvre. C'est l'histoire de ce qu'on fait avec ce qu'il reste de la douleur, et de comment la musique, même sans parole, peut dire tout ce que le cœur ne sait pas formuler. Alors si tu m'as lu jusqu'ici, je te demande une chose, écoute ta propre musique, même si personne ne comprend, même si personne n'applaudit, parce qu'un jour, quelqu'un écoutera, comprendra et jouera avec toi, et là, tout changera. À la prochaine, de ton vieux papy riche.